Thank you for the introduction. Merci beaucoup pour votre introduction. C'est un vrai honneur pour moi d'être parmi vous, j'apprécie beaucoup cette invitation à parler. Typiquement, je parle à un public scientifique. Donc, pour moi, des fois, c'est un défi de rendre les informations plus simples et ne pas me perdre dans trop de détails. Donc, détendez-vous et n'hésitez pas de me montrer de la main si vous avez besoin que je répète quelque chose. Je voudrais commencer avec une pensée sur l'holistique plutôt que réductionniste. Le réductionnisme veut dire qu'on réduit un problème à ses éléments les plus petits, comme par exemple une structure atomique, et par la suite, on essaie de comprendre la vérité à sa profondeur. Donc, mais l'idée du réductionnisme, qui au début a été proposée par René Descartes, dans le XVIIe siècle, il dit il faut réduire des problèmes à l'unité le plus basique et par la suite remonter pour comprendre l'ensemble. Donc le réductionnisme n'est qu'une partie de la compréhension du point de vue holistique de quoi que ce soit. Donc je dirais qu'il en faut les deux, l'aspect réductionniste et holistique pour savoir comment remonter, mettre l'ensemble. Et le mécanique, par exemple, qui travaille sur les bougies d'une voiture, il peut dire « je suis électricien, je m'en fous du reste », alors que la personne, le conducteur, veut dire « moi, je veux une voiture qui marche », peu importe le fonctionnement des bougies. Et chacun a raison à sa façon, mais si on veut comprendre pourquoi la voiture avance, il faut avoir une conception de l'ensemble. Et aujourd'hui, je vais vous amener en voyage pour comprendre un certain détail réductionniste qui peuvent mieux expliquer du point de vue scientifique, empirique, ce que ça veut dire d'avoir une perte de vision, ce que veut dire le fait que le stress a un effet sur nos yeux et ce qu'on peut faire avec une connaissance scientifique supplémentaire pour aider les patients à améliorer leur vision ainsi que leur état mental. Donc, les sujets que je vais traiter ont à voir avec la question de stress, comme on a vu dans la conférence précédente, mais aussi par rapport à l'approche moderne pour une alternance de la fonctionnement du cerveau et le processus ou le traitement visuel pour améliorer la vision. En tant que scientifique, avec mon background en psychologie, je ne viens pas du côté ophtalmologie, mais plutôt de la psychologie. J'ai la liberté de parler des questions holistiques. Je ne suis pas coincée avec uniquement des détails réductionnistes. Donc, en guise d'introduction, je veux qu'on se rappelle que la vision n'est pas uniquement une question de l'œil, c'est encore plus une question du cerveau. Et c'est un petit peu comme un microphone, par exemple. Si c'était mon œil et ici, si le micro ne marche pas, vous ne m'entendez pas, bien sûr. Mais si nous n'avons pas un processus de transmission avec l'amplificateur et ainsi que l'équipe technique, à quoi ça sert d'avoir un bon micro si tout le reste ne fonctionne pas? Et le dommage ou la perte de vision peut avoir toutes sortes de causes différentes liées à des maladies, par exemple. Selon les zones de démanchement, par exemple dans l'œil, dans le nerf optique, vous allez avoir une perte de vision différente. Ou s'il y a une progression vers le cerveau, dans la partie visuelle, c'est un petit peu la route principale des informations qui envoie les signaux depuis l'œil vers le cerveau. Nous avons aussi la conscience de la vision aussi, ou s'il y a un problème d'AVC, l'amplificateur peut être affecté. Et même un bon micro marcherait à n'importe quel moment, à n'importe quel point sur cette trajectoire. La vision peut être amoindrie suite à
un certain nombre de mécanismes différents. Et comme vous le savez, il y a différentes maladies oculaires. Je n'ai pas besoin de vous éduquer là-dessus. C'est un public spécialisé. Mais si, il faut garder à l'esprit le fait que à peu près 20% des personnes au-dessus de 65 ans ont un problème. Et ça vous donne une idée de l'envergure du problème. Ici, vraiment, je prêche aux convertis, en quelque sorte. Mais en fait, l'hypothèse fondamentale, ce qu'on attend de la part des ophtalmologues et les médecins, c'est que quand il y a une perte de vision, il y a une partie qui devient aveugle alors qu'il y a une autre partie qui voit. Et la performance de la vision est jugée par notre concept, que ce soit une partie saine ou une partie morte. Donc on voit, par exemple, dans cette image, d'après l'ancienne conception, vous avez une partie aveugle et une partie intacte. Mais ce que nous, en proposons, c'est que la vision ne peut pas être jugée soit aveugle ou saine. Mais il y a des zones de gris, en fait. Et ce sont ces zones-là qui sont le sujet le plus intéressant pour nous. Parce que ce sont les zones qui fonctionnent partiellement. Et quand ça fonctionne partiellement, la question se pose à savoir est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer la vision des zones qui fonctionnent partiellement? Ou bien on peut se demander si est-ce que le noir veut dire vraiment être aveugle ou est-ce qu'il y a une sorte de vision derrière le rideau noir? Et comment est-ce qu'on peut ouvrir le rideau pour voir ce qui est derrière? Donc, si je vous demande à quel point est-ce qu'on va à l'hôpital, est-ce que c'est quand on est sain? Non. Est-ce qu'on va à l'hôpital quand on est mort? Non. On va à l'hôpital quand on est malade. Et ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas une question de savoir si on est aveugle ou pas. La question est à savoir quelle est la vision résiduelle qui reste et comment est-ce qu'on peut le mieux comprendre et éventuellement l'intérêt. Ici, vous avez un schéma d'une zone visuelle, un domaine qu'on voit avec des tests par ordinateur. Il y a des zones noires, blanches et grises. Et c'est dans les parties grises qui sont médicalement notre cible, où il y a certaines cellules qui ont survécu et d'autres n'ont pas survécu à la maladie. Ou bien il y a certaines cellules qui sont actives alors que d'autres ne le sont pas. Et nous pensons, basé sur la recherche faite dans les laboratoires, j'ai travaillé dans ce domaine depuis plus de 40 ans, où on examine les mécanismes de perte de vision et les mécanismes de récupération de vision. Nous pensons qu'il y a des neurones silencieux, des neurones qui, pour une raison ou une autre, ne fonctionnent pas bien. Ils sont hypométaboliques, c'est-à-dire que le métabolisme ne fonctionne pas bien. Il y a pas assez d'oxygène et ça peut rester pendant des années. C'est comme un patient dans une en urgence, c'est quelqu'un qui peut rester longtemps, mais ne vient pas, ne récupère sa santé. Donc, on peut trouver des moyens d'améliorer la vision. C'est pas une question de remplacer les cellules ou de régénérer les cellules. Le défi pour nous est d'activer ces cellules inactives, réveiller des cellules silencieuses qui vivent dans une sorte de mode d'hibernation. Ils sont trop malades pour fonctionner, mais suffisamment en santé pour survivre. Donc, une des observations qui a vraiment déclenché ma recherche, c'était avec des rats de laboratoire, mais aussi en regardant un certain nombre de cas dans la littérature, y compris Anton Wederscheid, qui avait un problème d'AVC. Il était peintre et 2 mois après son AVC, il s'est peint un portrait. Et vous voyez, il y a 2 mois, vous pouvez imaginer une
partie du visage, une partie de l'épaule et de l'oreille, alors qu'après 5 mois, vous voyez que l'image de ce qu'il voit a amélioré, et jusqu'à 6 mois et à 8 mois, là, on voit une récupération significative sans aucun traitement spécifique. C'était une situation spontanée jusqu'à un certain point. Donc, quand on considère la vision, on ne peut pas se focaliser sur ce qui n'existe pas. Il faut plutôt regarder dans le détail ce qui reste. Où sont les cellules qui sont inactives? Comment est-ce qu'on peut les aider à s'améliorer? Et pourquoi est-ce que ces cellules sont inactives? Pourquoi elles ne continuent pas à fonctionner, tout simplement? Donc, ces neurones silencieux, on peut les décrire par des moyens biologiques, physiologiques. Je vais vous donner la version simple, c'est-à-dire qu'un neurone qui envoie des signaux visuels depuis l'œil à travers le nerf optique vers le cerveau le fait avec une impulsion électrique ou plusieurs impulsions. C'est des potentiels d'action. Et un neurone en bonne santé peut envoyer ces signaux suite à une stimulation visuelle. Pour le faire, pour une machine, par exemple, dans votre ferraille, vous avez besoin des bougies. Vous avez besoin de cette source d'énergie pour le moteur, mais vous avez aussi besoin du carburant. Il faut que le carburant arrive dans le moteur pour que les bougies puissent faire ces petites explosions pour faire démarrer le moteur. Vous avez aussi les pots d'échappement, c'est-à-dire que là, ça doit échapper le moteur, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, ce qui se passe, c'est que ces neurones silencieux existent parce que les cellules qui sont exposées à un stress, hormone de stress à long terme, à cette sorte de pollution, va réduire ou arrêter leur fonctionnement sans forcément mourir. Donc, nous pensons que le mécanisme biologique, un jeu qui fait en sorte que le stress a un effet sur le neurofonction, c'est à cause d'un manque de circulation sanguine suite à une situation de stress. C'est là où l'esprit rencontre la biologie, où la biologie rencontre l'esprit. C'est vraiment interconnecté. Donc, c'est le manque de flux sanguin qui devient problématique, c'est-à-dire le sang qui sort, ce qui était l'équivalent du pot d'échappement. Et nous pensons que si on peut stimuler les neurones qui survivent par l'entraînement, par une stimulation électrique dont je vais vous parler tout à l'heure, à ce moment-là, on peut peut-être réduire les effets négatifs du stress à long terme. Et si vous faites de la méditation, vous avez une possibilité de décontracter. Et nous pensons que le stress est une des causes les plus importantes de la perte de vision ou de l'incapacité de se récupérer. Donc l'idée, c'est de normaliser le flux sanguin pour pouvoir réactiver les neurones qui dorment. Au début de ma carrière dans le domaine de neurosciences, en tant que scientifique et psychologue, ce qui m'intéressait, c'était les gens qui récupèrent après des dommages au cerveau. Aux États-Unis, j'ai travaillé ça, et quand j'ai travaillé à MIT, je me suis rendu compte que le système visuel était un excellent modèle pour comprendre même le fonctionnement du cerveau et sa récupération. Depuis ce moment-là, je reste toujours avec cette notion de vision. Être un peu coincé dans la vision, c'est pas vraiment ça, mais on va dire que j'ai découvert un amour pour la vision, et de cette façon, on a pu découvrir un certain nombre de ces mécanismes. Donc, je vais commencer mon voyage aujourd'hui avec un récit qui a commencé en Inde, quand je suis allée à une retraite ayurvédique, et j'ai rencontré un
un médecin ayurvédique brillant. J'ai dit, Sundara, dis-moi, est-ce qu'il y a un indicateur dans la médecine traditionnelle ayurvédique qui montre que le stress est lié à des problèmes de maladies oculaires? Et ben, alors elle dit, OK, je vais regarder, je reviens. Le lendemain, il est revenu et il a lu un ancien texte qui avait l'enseignement qui date de 3000 ans. Il a dit, oui, il y a une indication qu'il y a un lien entre le stress et la perte de vision. Il a étudié ce texte, il a trouvé un passage écrit en sanskrit, il peut lire le sanskrit, il étudie le sanskrit aussi. C'est un peu le latin de l'Inde. Il a trouvé un petit passage, je l'ai traduit, et il a trouvé qu'il y avait 18 causes de problèmes de vue. Donc, 6 de ces problèmes sont liés à l'esprit, à des problèmes mentaux. Donc, les problèmes comme dormir dans la journée, le stress, la colère, les problèmes d'épuisement et aussi la possibilité, l'incapacité de pleurer. Alors là, ça remonte à 3000 ans quand même. Et cette connaissance est perdue depuis longtemps, mais je pense qu'à travers le travail de beaucoup qui, dans la pratique clinique, voient très bien que le stress et la vision sont liés, cette connaissance est une sorte de d'éveil et la communauté scientifique focalise beaucoup plus sur cet aspect. Du point de vue scientifique, c'est le travail de Joseph Flammer à Bâle. C'était l'ancien chef de clinique il a trouvé que les patients avec le glaucome, un type de maladie, ils ont certaines caractéristiques de signes corporels et de symptômes. Les mains froides, les mains chaudes, les pieds chauds, une compulsivité, il faut que les choses soient exactement comme ça, tout doit être parfait. La tension dans la région du cou et de la tête, manque de soif. La personne qui ne boive pas assez, souvent associée avec l'acouphène, le bruit dans les oreilles et qui peut vraiment arriver, qui peut entraîner une perte d'audition. Les migraines, ce sont des gens qui sont plutôt tendres et physiquement assez minces ou qui ont la peau claire. Donc, les patients qui ont ces problèmes sont à 70% les femmes et que 30% des hommes. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas comme vous allez pas. Si vous correspondez à ces personnes-là, ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre vision. Il y a aussi des aspects génétiques qui vous rendent plus ou moins vulnérables. Et avec ce professeur, le professeur Flammer, on a décidé que ce n'est pas simplement un problème de la dérégulation vasculaire qui sont illustrés par ces symptômes, mais c'est plutôt le stress qui entraîne ce manque vasculaire. C'est ça le problème. Donc la séquence, c'est le stress, la déréglementation vasculaire, insuffisamment de circulation sanguine et puis manque d'oxygène. Ça peut prendre du temps pour se développer. Quand on considère maintenant les causes psychologiques du stress, ce que moi je retrouve régulièrement chez mes patients, dans pratiquement 70% de mes patients, c'est le stress excessif dans la vie quotidienne, une ambition, être un perfectionniste, être du perfectionnisme, être très inquiet, c'est la tendance de sacrifier ses propres besoins pour aider les autres. On les appelle les anges. Manque de confiance en soi, d'appréciation de soi, le sentiment de culpabilité, de ne pas remplir les attentes et la peur de l'échec. 70% de nos patients, je dirais, hommes et comme femmes,
on les appelle les anges, les personnalités d'anges, où le devoir vient toujours en premier. Et si on s'amuse, on sent coupable. Être parfait, montrer ses caractéristiques positives. Alors, chez ces patients, on voit que l'ange est quelqu'un qui appartient au ciel, au paradis, alors que le diable appartient à l'enfer, alors que nous sommes sur la terre. Donc, 100% ange, c'est pas bien, c'est pas très sain. Alors, ce que je dis aux patients, c'est ça. Si vous êtes un ange et vous êtes tout le temps là pour les autres, vous êtes toujours parfait, il faut toujours se passe bien, pourquoi pas vous amuser un peu, prendre le petit diable par la main, comme un enfant, et puis le petit diable avec ses dents et ses cornes, il va vous montrer le monde. C'est une image qui fonctionne bien, en fait. Et un exemple plus extrême, il ne faut pas me citer là, mais vous savez que Jésus est mort sur la croix. Oui, je le sais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a essayé de sauver le monde de ses péchés. Ah oui, ben voilà. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Et vous n'avez pas besoin de le répéter. Ah, ça reste. Hein. Nous sommes sur la terre, donc prenez le petit diable avec toi, amusez-vous, détendez-vous, prenez soin de vous, soyez assertifs, mais il y a un certain nombre de facteurs de style de vie qu'on considère comme critiques, dont le plus important pour les problèmes de circulation du sang, c'est le problème de pas suffisamment boire. Il faut boire 2 litres par jour d'eau. Et s'il faut boire, c'est 2 litres petit à petit. Il faut avoir un régime, un bon régime, il faut suffisamment dormir, faire du yoga, éviter la pression de l'œil contre l'oreiller le soir. Parce que si vous dormez sur le côté, vous pouvez écraser. C'est un petit peu comme un tuyau. Hein. Si on met le pied sur un tuyau, ça a le même effet. Ça crée de la pression externe. Ce qui fonctionne très bien, c'est Ginkgo. C'est le Ginkgo. Ça améliore le flux sanguin. Les recommandations, c'est 2 fois 120 mg par jour. Mais il faut consulter votre médecin parce que si vous avez un autre médicament pour le cœur, par exemple, ça peut pas être très compatible. Nous avons aussi une thérapie de microstimulation et nous apprenons la méditation et l'art yoga aussi à nos patients. Quand je suis rentrée dans le domaine scientifique, ça fait quelques semestres déjà dans le passé, mais j'étais déjà convaincue que la méditation était bonne pour la vie. Mais je n'étais pas sûre que rentrer dans la science de la méditation serait une bonne base pour la science. Et on me prenait pour un fou. Mais ma première publication parlait de la méditation. Et là, maintenant, depuis 40 ans, je reviens encore une fois vers la méditation parce que je comprends maintenant la base scientifique de la relaxation et son effet, son influence sur la réduction de stress et de fatigue. Donc, le stress est induit largement par une mauvaise communication de la part des médecins. Les médecins qui traitent les yeux n'ont pas suffisamment de formation, mais c'est vrai que quand le patient entend vous risquez de devenir aveugle, le patient ne va pas se souvenir des paroles du médecin. Par contre, ils vont avoir une réaction affective qui dit « je vais devenir aveugle ». Ce n'est pas forcément ce qu'a dit le médecin. Mais le patient a le sentiment qu'il va devenir aveugle. Et s'ils sont compulsifs en plus, ils réfléchissent là-dessus 100 fois par jour. C'est une source continuelle de stress qui est lâchée par le cerveau avec toutes les hormones de stress qui inondent le système vasculaire avec une sorte de pollution. Le
corps et l'esprit ne sont pas conçus pour le stress. Ils sont là pour la réponse de fuite ou de combat. C'est ça la fonction que ça doit solliciter, pas le stress. Donc c'est une des sources principales. Et le stress peut induire un cycle vicieux. Cercle vicieux, ça commence avec l'événement de stress. Je rencontre le lion. Bon, ok, il ne s'agit pas de lion ici, mais disons que quelqu'un était en colère contre moi ou j'avais des problèmes avec mes finances. C'est ça qui déclenche les stresseurs. Ma réaction est une question subjective. Ça dépend de ma personnalité. Comment je réagis vis-à-vis du stress? Est-ce que je suis résilient en ce qui concerne le stress? Est-ce que je peux faire face? Ou est-ce que je dis, bon, je vais bientôt mourir ou je vais devenir aveugle? Donc, c'est cette réponse émotive qui entraîne une réaction biologique sur les cellules de la rétine et du cerveau et tout le système psychosomatique. Et on travaille sur le fait que le stress peut réduire le fonctionnement de nos organes. Donc, la réaction cellulaire et le relâchement des hormones de stress avec la déréglementation du flux sanguin, ce qui peut entraîner une pathologie. Selon vos gènes, votre disposition génétique, votre sensibilité génétique, le stress peut soit avoir un effet sur les yeux, les oreilles, le cœur, le système gastro-intestinal ou d'autres organes. Alors, quel organe est le premier à être endommagé? Peut-être l'organe génétique. Si l'œil entraîne une pathologie, vous allez voir le médecin, vous avez déjà le stress de vos expériences quotidiennes. Le médecin va dire, je vois qu'il y a quelque chose un peu pâle là au centre de votre œil, on dirait que votre nerf optique est mort. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire, dit le patient. Et le docteur, ce qu'il dit pas pâle ne veut pas dire que le nerf est mort, mais qu'il n'y a pas suffisamment de flux sanguin. Sinon, ça serait rose. Donc, si par la suite, vous êtes de nature compulsive, si vous êtes inquiet et vous êtes perfectionniste, vous avez un vrai problème parce que vous rentrez avec le message qui dit « je vais devenir aveugle ». Par la suite, ça crée d'autres stress qui, par la suite, entraînent un problème biologique, réduit la vision et par la suite, vous dites « c'est sûr ». Je vais devenir aveugle. Donc, c'est une sorte de spirale qui va vers le bas. Pour s'en sortir, il faut remonter la spirale et essayer de faire face au stress ou de trouver des façons d'améliorer votre flux sanguin. Donc, c'est à travers les antécédents du patient plus la communication du médecin. C'est ça, c'est à travers ces éléments qu'on peut améliorer la situation. Est-ce que le stress est une cause de la perte de la vision ou une conséquence? Dans une des études que j'ai fait avec un groupe en Inde, à Nouvelle-Delhi, c'est qu'on a étudié la méditation. Là, je reviens à mes débuts dans la science, mais avec 40 ans d'expérience. Donc, on a commencé le travail avec un groupe de patients qui avaient un problème de glaucome. Vous voyez la pression intraoculaire en haut à gauche. Vous voyez que la pression qui est trop élevée en fait est réduite par 4 semaines de méditation. Alors que dans le groupe témoin qui n'ont pas fait de la méditation, la pression est restée au même niveau. Et il y a quelque chose comme 150 communications dans la littérature à travers le monde qui indiquent que le stress est lié avec la perte de vision, avec des indications que ça peut même être la cause de la perte visuelle. Donc, quand il y a une pratique de méditation, quand les patients apprennent à se détendre d'une manière non spécifique, cela normalise la
la pression oculaire. Mais en plus, quand on mesure les molécules biologiques comme les endorphines qui vous donnent l'humeur de bonheur, par exemple, on appelle ça l'hormone du bonheur. Au bout de 4 semaines de méditation, ces mêmes hormones sont améliorées. Les marqueurs de stress, le cortisol par exemple, est une hormone de stress, se réduit et aussi les marqueurs immunologiques comme interleukine 6 baissent aussi. Quand on regarde la qualité de vie, qui est subjectif, nous voyons que la méditation améliore la qualité de vie. Donc, ceci dit, ça montre que la relaxation peut avoir un effet biologique significatif sur le cerveau et sur le corps en entier. Et maintenant, si on parle un petit peu du cerveau, la vision est plus que tout simplement l'œil. C'est l'œil plus le cerveau qui fonctionnent ensemble en combinaison avec le système vasculaire. Donc, c'est cette relation triangulaire dont le professeur Flamand et moi en parlaient. C'est la cause principale du perte de vision. C'est un dysfonctionnement dans soit la rétine, ça peut être dans le cerveau ou ça peut être dans le système vasculaire, un des trois. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur cette interaction entre ces trois parties, entre le cerveau, l'œil et le système vasculaire. Ça va dans les deux sens pour chacun de ces éléments, mais la situation est compliquée dans le sens où il y a plusieurs influences avec une collaboration entre l'œil, le cerveau et le flux sanguin qui peut être interrompu. C'est ça le problème, à la fin. C'est ça qui est l'aspect holistique. Ce n'est pas un seul molécule. C'est tout, c'est le corps entier. Donc, ce n'est pas étonnant parce que quand on regarde le rôle du cerveau dans le traitement visuel, la rétine est responsable des sensations visuelles. C'est la partie supérieure de ces graphiques pour traiter les stimuli pour voir, pour juger la taille, la durée, etc. Et tout ça est traité par la rétine qui fait une sorte de pré-traitement pour emballer ces informations avant de l'envoyer au cerveau et par la suite, c'est le cerveau qui en fait sens. Donc, il y a plusieurs influences en jeu qui gouvernent si oui ou non on voit net, on voit bien. Si nous avons le cerveau normal, ça va, mais s'il y a des dommages, par exemple, après un AVC, par exemple, on peut avoir un problème pour interpréter la vision. L'attention focalisée, la capacité de focaliser sur le lapin qui se trouve devant le serpent qui est complètement médusé, l'attention globale, la fatigue, la stress aigu, les émotions qui ont beaucoup d'effets sur la vision, beaucoup plus que ne pensaient les scientifiques jusqu'à présent. Les attentes aussi, ça fait une grande différence. Si vous attendez à ce que quelqu'un sorte de la route à droite et qu'ils ont le droit de passer, si vous avez une attente, vos réactions sont plus rapides que si vous ne faites pas attention. Ça fait toute la différence. Le moment de la journée aussi, même le temps peut avoir un effet. La pression atmosphérique. Et puis, il y a aussi des influences chroniques, par exemple, l'apprentissage perceptuel, le stress chronique, en effet aussi, ainsi que la mémoire visuelle. Donc, le cerveau est une machine compliquée, plus de 100 milliards de neurones, et ces informations doivent être synchronisées parce que la rétine a 1,2 g de tissu nerveuse pour traiter la vision, alors qu'il y en a plusieurs centaines dans le cerveau qui sont responsables pour traiter la vision. Ça doit nous apprendre qu'on ne peut pas
on ne peut plus ignorer le cerveau. Donc, les informations vont vers le fond du cerveau et c'est traité par différents mécanismes. Le cerveau est entièrement responsable à ce moment-là pour le traitement des visions. Maintenant, ça devient un petit peu plus scientifique et j'espère que vous allez apprécier pourquoi je parle de la synchronisation du cerveau. Avec les ondes du cerveau, si c'est désynchronisé, c'est-à-dire une onde qui monte alors que l'autre descend en même temps, la somme des deux est zéro. Donc, vous avez deux pensées, mais le résultat est zéro. Mais s'il y a une synchronicité, comme la danse, par exemple, comme la valse, à ce moment-là, vous voyez des résultats très beaux, c'est-à-dire la pensée ou la conscience. Donc, la question de synchronisation est très importante aussi par rapport à la vision. Si on considère aussi le cerveau, la rétine et la perception consciente, on peut l'imaginer que la rétine avec une seule onde va être ignorée par le cerveau qui est trop compliqué, trop désynchronisé pour pouvoir traiter ces informations. Mais si vous avez une synchronisation des ondes, qu'on peut regarder avec les EEG, avec l'électroencéphalogramme, si même un petit signal qui émane du rétine va être bien compris par le cerveau, c'est-à-dire c'est un point dans la ponctuation, c'est une bicyclette. Donc ces mêmes informations sont traitées ou pas traitées selon l'état de synchronicité des ondes du cerveau. C'est comme un groupe de personnes qui sont là, tout le monde parle en même temps, et on essaie d'écouter tout le monde, et ça fait que du bruit. Mais si tout le monde chante ensemble, aussi on tape les mains d'une manière désorganisée, c'est une chose. Mais si tout le monde tape les mains en même temps, ça veut dire que je peux continuer à donner ma conférence parce que ça veut dire qu'on continue. C'est exactement la même synchronicité, mais c'est le timing qui est important, qui décide si je me tais ou si je continue à parler. Donc, une autre façon qu'on a trouvée pour améliorer la synchronicité, c'est avec les microcourants. Avec l'approbation du CE, avec un simulateur qui fait en sorte que l'électricité est livrée vers des électrodes qui se trouvent près des yeux, comme vous le voyez en haut à droite. Et ce qui se passe, c'est que ça crée des pulsations à des fréquences particulières pour améliorer un cerveau déchronisé pour devenir synchronisé. Ça fait qu'un cerveau avec une perte de vision va vers un cerveau avec une amélioration. Pendant 10 jours de traitement, pendant 1 heure, qui livre le courant à l'œil ainsi qu'au cortex frontal, c'est aussi important que le cortex occipital derrière. Et ce type de stimulation peut améliorer l'activité du réseau des patients. Ici, quand c'est marqué normal, c'est un sujet sans perte de vision et la personne qui a un dommage au nerf optique perd cette route d'information du fond du cerveau vers l'avant. Vous voyez la connexion vers l'arrière du cerveau vers le devant. Et au bout de 10 jours de thérapie, vous voyez la restauration en partie de ce processus. Donc, on peut encourager le cerveau à être mieux synchronisé. En même temps, on voit qu'il y a une amélioration au niveau du flux sanguin, par exemple, avec RO1-2. Comparé après la thérapie, il y a
il y a plus de flux sanguin donc après la thérapie. Donc, ce qu'on a réussi à faire de cette façon, c'est qu'on a déclenché une circulation sanguine qui redevient normalisée, ça réveille les neurones et commence à émettre les signaux, être réactivés. Donc, ça a l'air très théorique peut-être. Vous allez dire, alors pour mes patients, qu'est-ce que je peux leur raconter? Voilà ce que vous pouvez raconter à vos patients. On va regarder une vidéo rapidement pour regarder l'histoire. De nouvelles visions pour les patients qui sont aveugles en partie. Donc, on va commencer là. Voilà, c'est vraiment un exercice qui provoque beaucoup d'inquiétude. Cette machine, c'est un hog-free. Il y a des petits points de lumière qui se clignotent au hasard. Donc, ce que je rate m'indique le niveau de ma vision. Les zéros, là, ce sont des points aveugles que le patient ne voit pas. Ici, j'ai un glaucome et je clique depuis une vingtaine d'années. Vous voyez le développement, l'évolution de la maladie qui vole ma vision. Voilà ma vision il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire le film Devenir aveugle. Depuis ça, la situation s'est empirée. J'ai l'impression que voir à travers les lunettes sales. La nuit, j'ai beaucoup de... les lumières brillent. Ma capacité de lire avec mon œil gauche est particulièrement affectée. Non, 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 c'est pas net. Mais c'est peut-être que ça n'existe pas, hein, c'est plus là. Aux États-Unis, certains traitements peuvent ralentir ou arrêter la perte de vision suite à un dommage du nerf optique. Il n'y a rien qui peut le renverser. Ceci dit, j'ai entendu parler à Marburg, dans une ville qui est à 2 heures de Berlin, où les chercheurs arrivent à renverser l'évolution. Et j'ai décidé d'essayer pour moi-même. Nous avons une quinzaine de personnes ici dans le groupe de recherche avec des disciplines différentes et tous focalisent plus ou moins sur la question de la restauration de la vision. Plus récemment, nous avons commencé un travail sur la stimulation du cerveau non invasif. C'est basé sur une vingtaine d'années de recherche avec des milliers de patients à Saint-Pétersbourg en Russie. Vous avez le signal qui part vers le cerveau où les données sont interprétées comme la vision. Mais s'il y a un problème au niveau du nerf optique, on perd la vision. Avec la stimulation, on veut essayer d'améliorer l'interprétation des données qui rentrent dans le nerf optique. À mon arrivée, nous avons passé 2 jours pour évaluer ma vision pour pouvoir comparer les résultats avant et après, y compris les domaines visuels ainsi que les électroencéphalogrammes pour mesurer les ondes. Vous voyez ici ce qui me reste. Le blanc est bon, le noir est parti. Et puis, il y a des couleurs gris qui indiquent la vision résiduelle. Et c'est ces zones-là de fonctionnement partiel où l'absent n'est ni absent ni normal, qui nous donne une opportunité pour restaurer la vision. On a vos données et maintenant, nous avons un certain nombre de conclusions. Dans votre œil gauche, vous avez encore de la vision dans la partie centrale, mais nous avons quand même un certain nombre de points gris, ce qui veut dire probablement c'est des sortes d'îlots qui vont pouvoir répondre au traitement en premier. Le traitement et l'administration des courants alternants. On commence, il y a 4 électrodes qui sont attachées autour de mes yeux
Le courant passe à travers mon œil par le nerf optique et rentre dans mon cerveau. Je détecte un sentiment, une sensation de mouvement. Par la suite, je vois ce qui semble être la lumière, c'est-à-dire en effet phosphène. Avec l'augmentation de courant, on a une augmentation de la clarité de la lumière. Par la suite, on ajuste la fréquence. La lumière commence à clignoter et avec l'augmentation de la fréquence, on arrive à un point où la clignotation s'arrête. Pendant une vingtaine de minutes par jour, il y a les électrodes, les courants qui rentrent par les électrodes. À peu près la moitié des patients ont des bénéfices après cette chirurgie. D'autres ont quelques améliorations, alors que d'autres encore ont d'énormes améliorations. 2 semaines après, encore des évaluations, le champ visuel et les EEG pour déterminer de quel type je suis. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que vous arrivez à lire. Ben, c'est pas mal. Même si je ne sais pas ce que je dis, je peux le lire. Oui, exactement. Et je voudrais conclure que d'après ce qu'on a vu de votre vision et de votre examination, vous avez de bons résultats parce que vous lisez mieux, vous voyez mieux, mais votre champ visuel a l'air meilleur et c'est significatif. Ici, vous avez la charte sur votre champ visuel pour votre œil gauche. Nous avons cette partie centrale qui a un effet sur votre vision centrale. Au bout de 10 sessions de stimulation du cerveau, si on regarde la partie centrale, nous voyons que votre vue est plus claire et cette partie claire et tout ce qui entoure montre une amélioration. Ces changements vont vous aider à recommencer à lire. Ben, j'aime bien, même s'il y a des petits changements, c'est plus que les petits changements pour moi. Et puis, il y a d'autres améliorations encore. Ma vision floue a été corrigée quand je vérifie mes lunettes pour voir s'ils sont sales. Effectivement, c'est parce qu'elles sont sales. Il y a beaucoup moins de brillance par rapport à la circulation la nuit ou dans les aéroports et j'ai beaucoup plus d'acuité dans les 2 yeux. Bon, je trouve que j'ai encore un déficit au niveau de ma vision, mais je pense que l'idée d'explorer une nouvelle piste m'a donné de l'énergie. Et maintenant, je me sens plus optimiste sur les différentes pistes de la recherche et les différentes façons à considérer pour attaquer un certain nombre de ces problèmes d'aveuglement. Il y a beaucoup de résignation dans l'ophtalmologie et ce n'est pas une bonne chose. Non, non, il est temps de changer notre façon de voir les choses et comment traiter les patients. Il faut vraiment bénéficier de cette énorme plasticité du cerveau. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec d'autres instituts de recherche pour travailler ensemble pour changer l'avenir du traitement, pour proposer d'autres options dont on n'a même pas pensé avant, ce qui va nous donner l'avantage d'aider beaucoup de patients dans les années à venir. Merci pour la vidéo. Et si maintenant on peut, voilà le champ visuel du patient. Si vous voyez ces cercles rouges, il faut les regarder de près avant la thérapie, après. Je vais de l'un à l'autre, vous voyez des changements.
Voilà un autre patient qui souffre du glaucome avant la thérapie, 19% après la thérapie, 63%. Et nous pensons que derrière le rideau noir, il y a un potentiel, des cellules silencieuses qui peuvent être réveillées par ce système. Voilà notre vedette ici, notre patient vedette entre nos deux techniciens. Il était victime d'une attaque islamique à Munich il y a quelques années et il est rentré chez lui le soir après avoir fait la fête à 2 heures du matin. Il y a 3 mecs derrière lui qui l'ont crié vous êtes un nazi. Il s'est retourné, il a dit je suis pas nazi, je suis juif. C'était pas une bonne idée parce qu'ils l'ont pratiquement tué avec une batte de baseball et il avait des dommages neurologiques, y compris une perte de vision. Il est venu avec nous avec une attitude très positive. Je veux tout simplement essayer pour voir si je peux faire quelque chose. Et après la thérapie, on a vu une amélioration jusqu'à 15% à partir de 10. Il y avait eu d'autres exercices, la méditation, relaxation, la sérénité pour qu'il puisse avoir une aptitude plus positive. Et 4 mois après, il avait un champ visuel de 73%. Si vous voyez ces exemples et vous réfléchissez sur cette prédiction qui dit vous allez devenir aveugle, c'est en fait pas vrai. Le potentiel est là d'obtenir beaucoup plus de vision des patients avec un processus adapté. Et les champs visuels sont en partie réversibles. Depuis, on a traité plus de 1000 patients qui viennent de partout dans le monde. En haut à droite, vous voyez qu'il y a beaucoup de variabilité en termes de réponse. Maintenant, avec les différentes méthodes qu'on a introduites depuis la vidéo, on arrive à faire en sorte que 80% des patients s'améliorent. Il y a certains qui ne s'améliorent pas, c'est-à-dire les points sur la ligne rouge. Vous voyez l'âge, en fait, à gauche. Donc, ça n'a pas d'influence, ni l'âge, ni le sexe n'ont un effet sur l'amélioration. Ce qui nous ramène à la question du stress. Nous trouvons que les patients qui ont le meilleur niveau de récupération sont plutôt positifs. Ils sont ouverts, ils sont très fiables, ils sont extravertis, coopératifs et stables sur le plan émotionnel. Ceux qui n'ont pas tendance à s'améliorer sont tout le contraire. Ce sont des gens qui sont inquiets, etc. Et à travers la psychothérapie, nous aidons certains de ces patients à changer leur orientation, même au bout de 2 heures, ce qui leur laisse en position de pouvoir bénéficier de notre thérapie visuelle. Nous travaillons à Martenburg, en Allemagne. Notre partie de la clinique s'appelle Xavier. C'est une thérapie holistique parce qu'il ne s'agit pas uniquement de la microstimulation par rapport à la circulation du sang, mais on utilise aussi la méditation et un yoga pour améliorer la circulation sanguine et le champ visuel. Au début de ma carrière, je voulais savoir comment ça se fait que le système neuronal se récupère. Aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas la question neuronale, c'est le système vasculaire qui est en jeu, surtout les veines et à moindre degré les artères. Et c'est la partie vasculaire qui réagit au stress d'une manière le plus marquée. Donc, avec la relaxation, notre hypothèse actuelle relaxe le muscle du système veineux vasculaire, ça augmente le flux sanguin et ça améliore le niveau d'oxygène dans le cerveau et donc l'énergie, l'activité. Je vais finir par dire que la vision holistique est la perte de vision est holistique avec le besoin de travail des différentes disciplines. On a besoin d'ophtalmologie,
ophtalmologie, neurologie pour comprendre le cerveau, le neurosciences pour comprendre l'aspect vasculaire, la pharmacologie, la cardiologie et le dernier, mais pas le moindre, la psychologie, c'est-à-dire ma discipline. Il faut une interaction entre tous ces éléments, toutes ces disciplines, si on veut comprendre que la perte de vision est une question holistique. Si quelqu'un le refuse, c'est qu'ils n'ont pas envie d'apprendre, parce qu'on trouve tous ces éléments dans la littérature. Avec ceci, je voudrais terminer en remerciant mon équipe en haut, mon équipe de l'université, l'équipe de la clinique en bas. Et il y a un livre qui est sorti aussi, Restoring the Vision en anglais, Wiedersehen en allemand. Et pour ceux qui cherchent plus d'informations sur cette présentation, merci beaucoup de m'avoir invité. Il y en a des réductionnistes, des holistiques. Moi, j'ai fait un peu les deux selon le jour. Merci beaucoup pour votre attention. Une dernière remarque. Voilà, il y a un petit flyer que vous pouvez trouver sur la table derrière. Il y avait une question? Oui, merci. Vous traitez RP? Oui, RP, bon, peu importe les maladies ophtalmologiques, en fait, la plupart vont répondre parce qu'il y a une question de stress qui revient, peu importe la maladie. Les effets les plus intéressants sur le glaucome et macrodégénération, mais la plupart du temps, c'est le flou disparaît parce que la vision floue est un problème d'oxygène. Et le flanc sanguin. J'étais à un congrès il y a un an avec des physiothérapeutes à Strasbourg et le docteur a parlé de la méditation et l'exercice physique pour le cancer par rapport aux yeux. Et elle a dit étrangement que quand les personnes, pour la plupart des femmes, méditaient, quand elles suivaient un programme de méditation à l'hôpital avec un médecin, avec les gens pour les guider, ça avait un effet positif. Alors que quand on regardait les résultats, quand ces femmes devaient le faire chez elles, eh bien les résultats ont disparu, l'effet ou l'impact de la méditation quand c'est pratiqué à la maison. Donc on se demandait pourquoi. Elle n'avait pas d'explication, mais peut-être c'est parce que elle devait s'occuper de la maison, donc la méditation était encore un truc à faire sur leur liste d'obligations. Donc peut-être si vous avez remarqué la même chose, je me disais que c'était peut-être l'avantage à l'hôpital d'être entourée, d'être guidée, d'être soutenue, alors qu'à la maison, elles étaient toutes seules. Je ne sais pas. L'impact psychologique. Oui, par rapport à la méditation. Il y avait une communication récemment dans Nature, c'est un journal que vous parlez, ils ont montré que l'adrénaline change l'expression génétique des cellules cancéreuses. Donc, il y a un vrai lien entre la relaxation, le stress et le cancer, premièrement. Deuxièmement, si vous suivez la méditation à l'hôpital, dans une sorte de nuage protectif, c'est plus efficace qu'à la maison parce que vous êtes dans un environnement où vous associez le stress, la tension avec les fardeaux et les obligations. Nous avons des patients qui viennent à Magdeburg. On dit qu'il vaudrait mieux rester à Magdeburg pour une dizaine de jours. S'ils vont et ils viennent tous les jours depuis Berlin, on leur dit qu'ils vont faire moins de progrès parce que tous les bienfaits qu'on a fait à la clinique va être miné par ce trajet stressant. Donc voilà, je suis d'accord avec votre explication.
Merci beaucoup, c'était vraiment génial, super. J'ai plusieurs questions en fait. Et je vais peut-être vérifier des choses avec vous tout à l'heure, mais quand vous utilisez le stimulateur, vous attachez les électrodes autour des yeux, la personne voit la lumière qui clignote. Et puis on ajuste la fréquence jusqu'à avoir une lumière constante. Cette fréquence, est-ce que ça change selon le patient ou est-ce que c'est toujours pareil? On l'ajuste pour chaque patient. C'est pas toujours la même fréquence parce que les patients réagissent différemment. Donc vous avez besoin d'un retour de la part du patient. Donc leur façon de percevoir la lumière, c'est ça que vous utilisez? Est-ce que le stimulateur stimule le flux sanguin ou est-ce que c'est le nerf optique? C'est les deux à la fois. C'est un effet double en fait parce que les neurones communiquent entre eux à travers les signaux électriques. Ce sont des signaux électriques. Et comment est-ce que le vaisseau sanguin sait qu'il faut s'ouvrir au moment où le neurone devient actif? Ça, c'est aussi un signal électrique, c'est un flux ionique. Donc voilà, pour le dire d'une manière générale, hein. Mais ça peut être expliqué sur le plan moléculaire, mais c'est vraiment, ça va au-delà de nos propos aujourd'hui. Mais on oblige les neurones à envoyer le signal et en même temps, on actionne le pédale pour faire passer le carburant dans la voiture. Il faut le faire les deux en même temps. Si les patients ne sont pas décontractés, c'est comme s'ils ils ferment le pot d'échappement. Peu importe que le moteur tourne, que le carburant arrive, mais ça va être coincé parce que si la personne n'est pas détendue. Donc c'est vraiment un effet double, hein, et c'est un peu ça l'astuce. Est-ce qu'en France, certaines personnes font votre travail avec ce stimulateur électrique? I'm sorry, say that again. Maybe I didn't understand it. Est-ce qu'en France, certaines personnes appliquent votre travail avec le stimulateur électrique? Ah, ok. Ah, pas encore. Mais aux États-Unis, oui. New York University and Stanford University, they are now testing our new home stimulation. En train de tester le système en traitant les patients avec des stimulations numériques à travers Internet. On peut apprendre les méthodes de relaxation. Donc, notre programme est numérique qui demande 1 ou 2 jours en clinique. Une personne qui souffre de rétinite pigmentaire, est-ce que je peux lui dire de prendre contact avec vous? Yes. 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 Patients contact us from all over. Oui, nous avons des patients qui nous contactent de partout dans le monde, y compris en France, d'autres pays. Dommage au nerf optique, glaucome, la dégénération maculaire, ou même aussi une perte de vision non expliquée, c'est suite à, par exemple, au stress, AVC. Non, pas les cataractes. Non, on ne traite pas les cataractes ni le segment intérieur de l'œil. Nous, on commence au niveau de la rétine et le flux sanguin. Non, la réponse est courte. Mais ce qui m'avait un peu posé question, on avait un patient qui avait du mal à marcher, en plus de ces problèmes de vision. Et les deux se sont améliorés parce que, et on a expliqué ça par le fait qu'il y a une meilleure circulation sanguine qui a affecté les deux parties du corps. De toute façon, on a décidé de ne pas trop publier ces résultats parce que sinon on risque d'être poussé dans le coin ésotérique, chose qu'on ne veut absolument pas. Other questions? Do you want to take over for a bit? Bonjour, deux questions. D'abord, concernant les effets génétiques sur les déficiences visuelles. Est-ce que vous avez travaillé dessus? Ma deuxième question, peut-être que je vais me mal traduire, j'ai essayé. Lorsque quelqu'un croit inconsciemment
que quand ça continue de façon inconsciente, est-ce que vous travaillez dessus? J'ai compris. Donc, je vais reprendre la question. Je vais répéter pour être sûr que j'ai bien compris. Est-ce que nous travaillons sur des questions génétiques? La réponse à cela, c'est la première question. La réponse, c'est qu'on ne travaille pas sur le côté génétique, parce que je ne pense pas qu'il y ait une disposition génétique. Une prédisposition génétique n'a pas d'automatisme pour créer un problème. Il peut y avoir une sensibilité en raison d'une cause génétique, mais de savoir si une pathologie va évoluer à partir de cette prédisposition génétique, c'est une toute autre question. Il s'agit du code génétique dans son ensemble. Donc si une personne on pense que c'est peut-être parce que la mère ou le grand-père ou l'oncle a eu cette prédisposition. Ça pourrait aussi être éducatif, parce que si votre grand-mère était compulsive et la mère l'est devenue, on aurait tendance à penser que la troisième génération en soit aussi prédisposée. Mais bon, on développe une certaine personnalité en raison de ce qui était passé de génération en génération. Ce n'est pas génétique. Ça ressemble à quelque chose de génétique, d'héréditaire, mais ce n'est pas vrai. On a fait une expérience avec des souris, et lorsque les petites souris sont nées, on a évalué le niveau de stress subi par la souris mère. Et toutes les petites souris étaient affectées par le stress exercé sur la mère, la souris mère. Et ce stress a été passé de génération en génération jusqu'à la 4e génération même de ces souris. Est-ce qu'on attend pour d'autres questions? Il y a peut-être 2 autres questions et puis on peut s'arrêter. 3 questions rapides. Je vais essayer de répondre brièvement. Donc, mais je suis quand même enseignant, donc soyez indulgents. Je voulais parler de l'efficacité à long terme. Nous avons effectué une étude clinique et après 2-3 mois, on a toujours des résultats stables. Donc c'est un peu comme un engrais. Vous le mettez dans la terre, on ne voit pas la plante pousser le lendemain. L'effet de la stimulation électrique est un peu reporté dans le temps. Ça prend à peu près 6 ou 8 semaines pour maintenir l'amélioration. Mais il y a des patients qui ne maintiennent pas ce qu'ils ont appris. Et selon vous, ils sont comment ces patients? Bon, ils sont stressés, oui. Les patients, je ne peux pas parler de ce patient en particulier, mais un autre patient est venu nous voir plusieurs fois. À chaque fois, il s'est amélioré, mais à chaque fois, elle a perdu ses améliorations. Je lui ai dit de se rassurer, de se calmer, de penser à son style de vie. À la fin, elle a été opérée et cette personne a terminé aveugle d'un œil. Donc ce sont des gens qui ne bénéficient pas de ce traitement à long terme en raison du stress. Oui. Est-ce qu'il y a une limite après une rupture d'anévrisme ou autre blessure? Est-ce qu'il y a une limite dans le temps? Non, il n'y a pas de limite. Ça peut être sur des années ou des mois. Mais on essaie d'éviter le temps précoce. On attend la récupération immédiate est un temps de stress. Donc quelqu'un qui souffre d'une rupture d'anévrisme subit un stress énorme qui peut supprimer le flux sanguin. Et c'est après que le patient pourra retrouver les moyens pour récupérer. Puisqu'on sait que nous sommes détendus le plus lorsque notre cerveau est stimulé de façon positive, est-ce qu'il serait intéressant d'utiliser les équipements que nous avons vus lors du film pour projeter ce film pour le patient, pour attirer l'attention du patient, pour
détendre la rétine pour que la lumière attaque les bons points. Non, on a fait une expérience de ce type, ça n'a pas fonctionné. On a stimulé, pas avec un film, mais avec des stimuli visuels en même temps. Mais il n'y a pas eu d'effet. Pourquoi? Parce que les stimuli visuels sont retardés légèrement. Donc ça induit un délai, un retard dans le traitement. Tandis que les couches des différents tissus de nerfs sont obligés de faire une synchronisation. Donc, en fait, on est en train de danser avec plusieurs styles différents. Donc, ça marche sur les pieds. Non, il vaut mieux éviter de stresser les yeux, de mettre la pression sur les yeux et laisser à l'électricité ou la méditation le rôle actif. Voilà. On a terminé? Très bien.